Très heureuse de vous retrouver dans ce magazine Info 7, mesdames, messieurs. Merci d'être toujours au rendez-vous et bienvenue. Plusieurs sujets d'actualité ont retenu l'attention des Congolais au courant de cette semaine, notamment la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Mpogno, le dépôt de la proposition de loi Noël Tchani, la promulgation de la loi sur la commission électorale nationale indépendante, mais également la nomination à la Banque centrale du Congo. Voilà notamment les sujets qui seront au cœur de votre magazine. Et pour en parler, je reçois pour vous Maître Laurent Onyimba, qui est donc un acteur politique que vous connaissez certainement. Il est également cadre de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien, maître? Très bien, merci. Merci de répondre à notre invitation. Moi, je vous remercie. Comment aujourd'hui voyez-vous la situation sociopolitique de l'heure en République démocratique du Congo? Encore une fois, merci, madame. Écoutez, tous les indicateurs de notre pays sociopolitiques sont au rouge parce que, vous savez, dans ces pays, on a eu à proclamer une année du social, mais que dans les paniers de la ménagère, il n'y a pas à manger. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, le salaire est quasi inexistant, et pour ceux qui le perçoivent, il y a comme une sorte de tension salariale qui est inexplicable parce que dans le même pays, il y a des gens qui sont incapables de donner le montant de leur salaire et les autres prennent des miettes. Au même moment que nous sommes les pays avec des potentialités, je voulais dire imprescriptible, mais que la gouvernance politique dans notre pays a échoué fondamentalement. La gouvernance a échoué. La gouvernance a échoué justement quant à la possibilité de transformer nos potentialités en un bien-être social. Et ça, c'est, je voulais dire, un gâchis. Et donc, visiblement, il y a une sorte de... Vous avez également contribué à cet échec en tant que membre, parce qu'Ensemble, votre parti, est membre de l'Union sacrée de la nation. Non, écoutez, Ensemble n'a pas proposé au gouvernement actuel un cahier de charges ou bien, je voulais dire, une politique quelconque. La politique Ensemble qui est mise sur pied, aussi des madame, a quand même ses membres qui sont également ministres. C'est la politique du chef de l'État, ok, qui est pilotée par un premier ministre. Ensemble, dans le cadre de l'Union sacrée, ok, a pu envoyer quelques délégués qui sont aujourd'hui en train de travailler pour la République. Et c'est une expertise avérée. Maintenant, il faut faire la part des choses entre participer à la gouvernance parce qu'on a délégué des gens au gouvernement et confectionner une politique gouvernementale à même de promouvoir une redevabilité vis-à-vis de l'opinion et vis-à-vis de ceux qui sont censés avoir cette redevabilité. Et donc, de ce point de vue, il n'y a pas une confusion possible. La politique qui est mise sur pied, c'est la politique de Félix Tshisekedi, le président de la République, notre président, qui est partenaire au niveau, jusqu'aujourd'hui du moins, au niveau de Ensemble. Mais rassurez-vous que la gestion de la gouvernance actuelle, Ensemble n'en est pas le répondant. Ensemble n'est pas comptable parce que ceux qui sont partis représenter Ensemble et pas nécessairement un cadeau, c'est plutôt au nom de la pondération politique de Ensemble au Parlement et que c'est même à minima parce que nous devons avoir plus de 8 portefeuilles, mais que nous avons dit pour soutenir l'action en vue de confectionner un bien-être social ensemble dans l'unité, regardons dans le même sens. Et c'est cela. Les sacerdoces de Moïse Katumbi, aux côtés de son frère Jean-Pierre Bemba et de Modeste Bati. Et donc, vous pouvez vous rassurer que l'héritage de la calamité sociale que nous avons aujourd'hui remonte à des milliers d'années, même si je suis de l'école selon laquelle on ne peut pas justifier les passés par les présents, encore moins pour le futur. Est-ce qu'aujourd'hui, maître Laurent Onyimba, nous allons toujours continuer à décrier? Parce que là, vous venez de dresser un tableau sombre. Finalement, quand est-ce que la République va se relever? La République va se relever le jour où nous allons mettre de côté nos égos, mettre de côté nos politiques publiques d'exclusion. D'exclusion. Travailler au profit du peuple. Il y a des personnes qui sont déjà exclues. Madame, suivez mon regard. Vous savez que dans notre pays, depuis un temps,
Si c'est dans le domaine dans le domaine des lois, eh bien, on confectionne les lois au profit des individus, au profit des camps. Si c'est dans le domaine social, on responsabilise, pas en tenant compte justement de la compétence, mais en tenant compte des récompenses politiques. Vous savez que nous avons en face de nous une guerre qui va être la 3e guerre mondiale, c'est la guerre de l'eau. Nous avons un fleuve avec des potentialités énormes. Mais à Kinshasa, à moins d'un mètre du fleuve, il n'y a pas d'eau à boire. Nous avons un courant, Inga qui est là, Inga 1, Inga 2, Inga 3, Zongo, mais que le courant est un luxe. Si tu arrives dans des coins de notre pays, si tu allumes la lampe à 23 h, un enfant peut croire que c'est un sorcier. Nous sommes au Congo. Alors que nous n'avons pas dans notre pays un marché. C'est aujourd'hui qu'on a détruit les étalages de nos mamans pour nous présenter la maquette d'un marché qui ne va jamais être construit. Donc la première pierre n'a aucun sens que l'image d'elle-même. Nous sommes dans un pays où l'enseignement est un luxe. Pour étudier, normalement, il faut être chez les privés. Nous sommes dans un pays où on a dit la gratuité de l'enseignement. Oui, c'est une bonne philosophie, c'est dit dans la Constitution, mais combien d'enfants vont à l'école? Pour quelle qualité d'éducation? Nous sommes dans un pays où on accède à des charges d'État sans savoir qu'on a une dimension scientifique à la hauteur de l'enjeu et une dimension morale à la hauteur de ce que vaut le Congo. Madame, ce n'est pas Laurent, les comptables. Le jour où vous gérez, vous devez rendre compte. Et donc, rassurez-vous, aujourd'hui, il y a les médecins qui doivent aller en grève. Mais posons-nous la question. Il y a la prime de risque. Qui prennent la prime de risque? On a publié dans ces pays la liste des personnes, même des musiciens, qui prennent l'argent des médecins. Qu'est-ce qu'on en a fait? Dans ces pays, ok, on a appris que la rétrocommission n'est pas une infraction, mais c'est des quinzaines de millions de dollars. Dans ces pays, on a appris que 12 millions de pétroliers, on a cherché du pétrole, plutôt de carburant, sans aucune urgence, on a pris l'argent dans des banques, sans dire aux Congolais, c'est combien de taux d'intérêt. C'est la gouvernance qui pose problème. Et donc, ce n'est pas un problème de comptabilité de Laurent, mais rassurez-vous que ce tableau est connu. Nous sommes, regarde les contrats que nous avons. Quand on dit que c'est l'un des pays les plus corrompus au monde, nous sommes toujours parmi les 2 premiers. Quand on dit en termes d'indice de développement humain, nous sommes parmi les derniers. Mais comment vous pouvez justifier que nous ayons une gouvernance et que les gens sont dans des jeeps, dans des cortèges, acheter des villas partout, mais sont incapables de rendre compte? Voilà, Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de cette rétrospective de la semaine et on se retrouve juste après. Les 3 syndicats de médecins de services publics vont en grève à partir du lundi 12 juillet prochain. La confirmation a été faite ce jour après la présentation officielle de modalités pratiques de la dite grève. Les 3 secrétaires généraux, à savoir le docteur Mankoy Badjoki pour le SINAMED, Juvenal Mwanda pour le SIMECO et Kassongo pour le SILIMED, ont à ces sujets apposé leur signature sur le communiqué lu ici par le docteur Katulondi. Modalités pratiques de grève des médecins de services publics de l'État. Date: le lundi 12 juillet 2021 au samedi 17 juillet 2021. Heure: 7h30. Modalité: on commence par le service minimum. Sortie précoce des malades hospitalisés. Gestion accélérée des malades en post-opératoire. 3. Annulation des actes électifs programmés. 4. Suspension des consultations externes. 5. Prise en charge des urgences extrêmes uniquement. Notez bien, pendant le service minimum, 1. Les médecins œuvrant dans les centres de traitement de riposte contre la COVID-19 doivent se conformer aux modalités de la grève. 2. Les banques du sang restent opérationnelles. 3. Les médecins de la présidence et des cabinets politiques doivent se conformer aux modalités de la grève. 4. La prochaine évaluation se fera le vendredi 16 juillet 2021. Les 3 représentants des syndicats de médecins ont signé la déclaration pour confirmer leur engagement à respecter ces modalités.
Compte rendu de la 11e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi la 11e réunion du Conseil de ministres par visioconférence. La renégociation de certaines dispositions du contrat entre le gouvernement de la République et la société émiratite Dubai Port World au sujet de la construction du port en eau profonde de Banana. Le président de la République, chef de l'État, a annoncé au Conseil que les clauses qui étaient en défaveur de la République ont été toutes révisées conformément à ses orientations. Dans les prochains jours, elles vont être traduites dans l'avenant qui sera signé entre les deux parties pour que les travaux de construction de ce port stratégique et vital puissent démarrer au plus vite. Le ministre de l'Industrie a soumis à l'approbation du Conseil de ministres le plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo. Ce plan propose un nouveau modèle économique et industriel. L'orientation de la politique industrielle du gouvernement vise la substitution des importations par la production locale, étant donné que leurs factures pèsent lourdement sur notre économie. Le plan directeur d'industrialisation a soutenu les ministres de l'Industrie, priorise l'industrie agroalimentaire, l'industrie chimico-pharmaceutique et l'industrie textile, en vue notamment de réduire la facture d'importation de plus de 2,5 milliards de dollars. Les médecins de la République démocratique du Congo en grève dès ce lundi 12 juillet 2021. Maître, aujourd'hui, certains Congolais s'inquiètent un peu de la façon dont les médecins, les blouses blanches travaillent. Ils estiment que les blouses blanches ne sont plus vraiment à la hauteur. Ils sont devenus, au contraire, chercheurs plus d'argent que de faire correctement leur travail. Comment aujourd'hui, vous trouvez le travail des médecins? Bon, madame, rassurez-vous que les médecins sont le reflet de la société. Ok? Si nous avons, au début de cette émission, présenté la situation aussi alarmante, ne pensez pas que les médecins vivent en marge de notre société. Le médecin, l'avocat, l'infirmier, le magistrat, l'enseignant, c'est le reflet de notre société. C'est de la responsabilité des pouvoirs publics. Sur la question, les médecins travaillent dans des conditions alarmantes, effectivement. Mais va à Mamayemo, c'est à côté. Tu connais une pharmacie qui est au service de l'hôpital. Tu connais, je ne sais pas moi quoi, un thermomètre de l'État qui est à Mamayemo. Mais les médecins amènent leur thermomètre en poche. Ils amènent les produits pharmaceutiques en poche, ils y traitent aux plus enfants. Mais c'est de la responsabilité des pouvoirs publics. Même si je n'encourage pas la situation, parce que les médecins ont aussi l'obligation de respecter les serments d'Hippocrate. Les caractères sacrés de la vie humaine passent par les médecins aussi. On a l'impression que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Non, mais écoutez, les médecins sont devenus des marchands. Mais on a jeté les lits justement parce que le pouvoir public n'a plus fait sa part. Et à partir du moment où le pouvoir public ne fait pas sa part, ne demandez pas aux médecins. Ce sont les mêmes médecins qui sont en Galima, qui sont à Mamayemo, que vous allez trouver au centre Ngada, que vous allez trouver en Galema Center, que vous allez trouver à Densement. Pourquoi là, ils font un bon travail? Tous les médecins aujourd'hui, quand on identifie que on doit vous opérer, l'opération peut coûter 3-4 000 $, ils vous demandent de venir dans un centre privé. Ils vous disent, bon, ici, ça va me coûter 3 000, mais pour telle opération chez moi, pourvu qu'on achète des produits, ça va coûter 1 800. Et vous savez qu'un malade est en fait lié au médecin plus qu'un avocat lié à son client. Parce qu'il s'agit de la vie. Mais je demande donc aux médecins de faire leur travail, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils sont, mais aussi le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti. Ça signifie que l'employeur doit absolument mettre l'employé dans des conditions qui lui permettent de faire son travail, mais qu'il ne faut pas omettre que les traitements que nous lui donnons, on les donne aux semblables. C'est aussi une sorte de sacerdoce. Si nous disons l'argent ou rien, nous qui sommes enseignants, qu'est-ce que nous allons dire? Le travail
qui fait un chef de travaux, qui fait la recherche. Dans ces pays, il y a de l'argent qu'on avait au ministère de l'Issue, les fonds de recherche. Mais qui ne sont jamais donnés aux chercheurs. Vous faites la recherche, mais que vous n'avez jamais pu bénéficier d'$1. L'argent rentre dans des poches d'individus. On dit les fonds secrets de recherche. Partout, toutes les institutions ont ces fonds secrets. Mais que quelqu'un nous montre une revue de la recherche qui viennent des cours et tribunaux, qui viennent de l'enseignement supérieur universitaire. Ce sont des gens qui se partagent l'argent. Donc, la santé relève des secteurs prioritaires de l'État. Encore une fois, il faut que nos politiques publiques rencontrent les desiderata du peuple. Le peu d'argent qu'on attrape, déjà nous avons un budget qui n'est pas un budget d'investissement, on a un budget de fonctionnement qui se limite uniquement à payer. Et aujourd'hui, quand vous vérifiez, l'argent va à 44% à la présidence. Le peu qui reste va peut-être au gouvernement et dans les autres institutions rattachées. On se pose la question fondamentalement, est-ce que nous sommes en face des évidences comme quoi nous planterons les décors pour que les Congolais et le Congo aillent de l'avant. Pour ça, on commence à être sceptique. Maître Laurent, mais l'actuel régime Félix Tshisekedi n'a que quelques années à la tête du pays, mais le mal est tellement profond. Est-ce que vous estimez que le peu de temps que Tshisekedi est à la tête de la RDC, il pouvait quand même satisfaire les besoins de la population? Je peux vous dire qu'au bout de 2 ans, même si on ne termine pas les soucis ou la problématique, on plante les décors. Nous deux, nous vivons à Kinshasa. Mobutu est parti, Mouzé est parti, Kabila est parti, Katavoubou est parti. Tu as vu les décors plantés, ok, des piliers réels pour l'impulsion de notre développement. Donne-moi un seul secteur. C'est toi qui as projeté, chère madame, c'est toi qui as projeté l'élément sur les médecins. Tu as vu un hôpital de référence à 10 niveaux avec tous les appareils où on peut soigner un Congolais. Les Congolais meurent alors qu'il y a l'argent en poche. Donc, les problèmes, je ne vais pas les personnaliser. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des internautes qui sont uniquement là que pour insulter quand on a cité. J'estime que je parle de la gouvernance et je t'oppose au deuxième principe parce que j'ai parlé de la triptyque. Il y a ce qu'on appelle la continuité des services publics, la continuité de l'État. Eh bien, les reproches qu'on pouvait faire hier à Kassavoubou, à Mobutu, à Mouzé Laurent Désiré Kabila, à Joseph Kabila, Félix Tshisekedi a, au regard de ces principes, l'obligation de les encaisser ou le devoir de les encaisser. Parce que l'État est un tout. Maintenant, dans une troisième dimension, madame, c'est de la responsabilité de tout le monde. L'élite, les intellectuels, les enseignants, que faisons-nous, nous aussi? Parce que nous sommes les souverains primaires. La Constitution le dit à son article 5. On a l'impression aujourd'hui que la responsabilité, on laisse... Si ceux qui gouvernent ont abandonné la notion de la redevabilité, nous, comme peuple, nous avons le devoir de les contraindre justement à rendre compte. Mais le peuple est dans la bière, dans la femme, dans tout ce qui est intéressant. Et qu'il a amené dans ça. Sauf poser la question à ceux qui nous gouvernent. Vous connaissez l'intelligibilité justement de la disposition concernée qui voudrait que chaque 5 ans, que ceux qui nous gouvernent reviennent solliciter la confiance et reviennent rendre compte. Chaque peuple mérite des dirigeants qu'il a. Si le peuple est exigeant, les dirigeants sont obligés de travailler. Si le peuple est amorphe, les dirigeants vont dormir dans les lauriers, ils vont se limiter à voler l'argent, à construire leur maison. Est-ce que c'est ça Je vous laisse le choix de faire la conclusion. Voilà, maintenant, une autre question. Vous savez qu'actuellement, on parle de la Covid-19 en RDC, la 3e vague. Comment aujourd'hui vous trouvez la gestion de cette épidémie en RDC? Cette question est une question de santé publique. Les normes sont donc universelles. Nous avons ouvert nos portes nous-mêmes, pendant que nous avons vu le monde entier parler de Covid. Nous-mêmes, comment ça les Nous avons déjà commencé à spéculer sur nos solutions traditionnelles. D'autres pays avaient fermé leurs portes d'entrée. Nous avons laissé la maladie venir. Tu te rappelles encore de l'épisode de la gestion du premier cas Covid? La mauvaise communication. Où quelqu'un a dit je ne suis pas malade. Mais parce qu'en ce moment-là, le deal était de s'ouvrir au monde pour dire que nous avons des cas Covid. Absolument. En vue de solliciter les financements.
Est-ce que vous avez Le financement est arrivé. Vous savez comment on en a fait. J'ai même entendu des gens qui ont pris l'argent et quand les gens ont commencé à vouloir parler, ils ont dit, oh, ils ont retourné. On ne sait pas, ils ont pris l'argent chez qui, par quel mécanisme, ils l'ont retourné chez qui. Est-ce que cet argent a servi à quoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, des médecins qui travaillent ont $250 avec des arriérés. Et la mauvaise communication qui entoure ces dossiers fait aujourd'hui, par exemple, qu'on interdise au Congrès d'aller à Dubaï. Alors qu'il y a des gens qui ont plus de cas que nous, mais qui ne sont pas indexés. Mais l'économie est asphyxiée. Et plus grave encore, au sommet de l'État, le premier citoyen de Congolais a dit, pour les vaccins qu'on nous a amenés, pas que nous avons sollicité, que lui-même n'était pas sûr, il doutait, mais que jusqu'au moment où il fait l'interview, il s'est tiré la conviction qu'il ne pouvait pas prendre, qu'il attendait d'autres vaccins. Mais entre-temps, la population s'est fait quand même vacciner. Vous voulez un commentaire supplémentaire? Après de telles déclarations de notre magistrat suprême, vous voulez que je fasse un autre commentaire? Nous nous plions, mais à ce niveau de responsabilité, on ne fait pas de la poterie de ces erreurs. Un leader, un manager, un guide accepte de subir. Quand le voleur rentre dans la maison, tous les enfants, même les plus âgés, fuient dans la chambre de papa, même si papa est malade, parce qu'ils pensent que de papa nous vient la sécurité. Mais si vous, les papas, vous dites, vous rentrez sous la mousse, vous dites aux enfants, organisez-vous, il ne faut pas demander si un enfant meurt ou prend une balle dans une machette, vous sortez après pour crier au voleur. Madame, Messieurs, prenons à présent le deuxième dossier qui revient. Vous le savez, le président de la République a promulgué la semaine la loi sur la commission électorale nationale indépendante. C'est dans le but d'octroyer à chaque Congolais une carte d'identité et organiser des élections crédibles en 2023 en RDC que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a dans son cabinet de travail tenu une réunion interministérielle avec 4 membres de son gouvernement. Une commission interministérielle chargée de rédiger une feuille de route du processus du recensement et d'identification de la population a été mise en place par Sama-Lukonde, a indiqué le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, au sortir de cette réunion. D'ici 2023 ou en 2023, le pays devra organiser les élections nationales. C'est pour cette raison très principalement que son Excellence Monsieur le Premier ministre a bien voulu nous inviter ce jour pour qu'ensemble, et les 4 ministères et le service rattaché à ces ministères-là, de manière à nous permettre au jour d'aujourd'hui de voir ce que nous devons commencer à faire. Donc il y a toute une voie à suivre et pour cette fin-là, une commission venait d'être mise en place de manière à ce que d'ici 10 jours, un cahier de charge soit soumis à son Excellence Monsieur le Premier ministre et donc au gouvernement pour que le pays soit informé sur ce que nous devons faire d'ici là pour les élections. En prépare à cette réunion interministérielle, le ministre d'État, ministre du Plan, le ministre des Finances, le ministre du Numérique et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. À noter également que des responsables des services spécialisés dans le domaine du recensement et d'identification de la population ont aussi pris part à cette réunion. Malgré les contestations de certains acteurs politiques et de la société civile, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI a été promulguée par le président de la République. Maître Donald Kabasele, membre de l'UDPS, salue cet état des choses. Qu'est-ce qu'on reproche à la loi sur la CENI? On ne reproche rien à cette loi. On ne nous dit pas pourquoi on est contre cette loi. On aurait bien voulu qu'on nous dise nous sommes contre la loi parce que dans son article tel, il est prévu ceci, mais nous estimons que ce n'est pas le cas. S'agissant de l'autorisation des poursuites contre Matata Ponyo, Donald Kabasele estime que c'est une occasion pour les sénateurs Mapon de prouver à tout le monde son innocence. La présomption d'innocence est un principe sacro-saint du droit. Monsieur Matata Ponyo est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. Mais écoutez, on ne pouvait pas comprendre que la justice sollicite du Sénat l'autorisation de poursuite et que les Sénats disent nous n'autorisons pas.
Donc, moi je pense qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Si c'est une amende honorable, si c'est une façon pour le Sénat de dire, ben, on arrête de constituer un régime de gens qui se protègent et on doit faire allégeance à la justice, moi je pense que même en retard, c'est quand même un pas. Et ce pas, nous devons le saluer tous. Monsieur Matata Mponyo a l'occasion, comme tous les Congolais qui sont passés par des procès de détournement et de corruption, il a l'occasion de prouver à la face du monde qu'il était innocent. Désormais, l'ex-premier ministre devra répondre de ses actes devant la justice dans l'affaire de détournement des fonds des victimes de la zarianisation. Maître Laurent Onyemba, la République démocratique du Congo, un pas vers déjà le recensement. Est-ce qu'il y a encore assez de temps pour recenser la population congolaise? Madame, je vous dis que déjà il faut saluer la volonté politique à vouloir engager la discussion sur les élections. Même si cette discussion, à mon avis, loge dans ce que j'appelle les repentis tardifs. C'est parce que nous avons alerté. Mais nous disons, la Constitution l'a prévu, il faut les élections dans les délais constitutionnels. Donc en 2023. Ces mots-là étaient mots de l'UDPS. Vous vous rappelez des jeudis à la CENI? Il n'y a rien qui a évolué. Les mêmes arguments qu'on a opposés à Kabila, nous allons les opposer à Félix Tshisekedi, qui, à double titre, a fait le combat de la vérité, ok, des élections dans le délai constitutionnel, mais aussi du fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui est démocrate. L'argument du recensement est un argument politique de retardement. Il n'y a pas de recensement. Retardement. Nous avons rappelé, oui, nous avons rappelé, aussitôt qu'il a pris les arènes du pouvoir, on a dit, il ne faut pas nous parler des élections ou des recensements une année et demie avant. Ah, vous avez alerté dès les... On a alerté, j'ai des vidéos. Nous avons alerté. Combien de temps la proposition de loi d'Utundula a fait au Parlement? En ce moment-là, Félix Tshisekedi était toujours président. Les tentounements qu'il y a eu autour de la désignation de Malonda, l'inféodation des fameuses églises de réveil qui sont venus saupoudrer les processus de désignation en imposant quelqu'un dont on connaît le résultat. Publiquement, le président de la République lui-même l'a dit que les élections auront bien lieu en 2023. Vous avez suivi la dernière déclaration du président quand on lui a posé la question s'il y a des élections en 2023. Il dit malin qui le prévoit. Mais les garants de la nation doivent rassurer. Un père doit dire à ses enfants... Mais avant, il avait quand même rassuré, non? Madame, mais nous parlons de hier ou d'aujourd'hui. Donc vous dites à vos enfants, hier vous avez dit que vous allez manger, vous avez mangé aujourd'hui, je ne sais pas si on va manger. C'est comme ça? Non. On ne gère pas les affaires d'État avec des attentismes, en faisant des propositions, des contre-propositions. Il s'agit de la vie d'un État, il s'agit de la volonté du constituant, il s'agit d'une nation qui a besoin de renouveler la gouvernance ou les animateurs de sa gouvernance. Les élections ne sont pas un cadeau, elles sont prévues dans la Constitution. Nous avons rappelé qu'il fallait prévoir une enveloppe chaque année, chaque exercice budgétaire. Est-ce qu'on l'a fait? Et c'est comme, je voulais dire, un système en Afrique. Quand quelqu'un sait qu'il a deux mandats, le premier mandat, il organise, on vante la question. Oh, il a organisé les élections avec des fonds propres. Mais le jour où il sait que la Constitution lui interdit, maintenant il dit qu'il n'y a pas d'argent et tu vas voir qu'en 2024, on va continuer la même discussion. Il n'y a pas d'argent, il faut prioriser le développement pour qu'on nous dise en 2028 qu'il faut que les partenaires viennent en appui. L'Afrique doit se prendre en charge. Il faut qu'on évite des demi-mesures, des demi-victoires. La finalité de l'action politique, je vous l'ai dit, c'est le bien-être social. Si donc nous continuons à faire les sous-places, à obéir, à légiférer en fonction des intérêts et des positionnements des individus, on ne sort pas de l'auberge. Donc, de ce point de vue, j'estime qu'il y a la volonté. Mais la loi a été amputée, une loi orpheline. Lutundula, je crois que là où il est, il tourne le doigt. La loi Lutundula, qui pouvait être une loi au centre d'un consensus, après discussion avec la société civile et tous les autres partenaires,
a été fondamentalement amputée. La loi actuelle... Qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce que vous reprochez à cette loi? J'ai suivi Donald dire ça, mais pose la question à Donald. Combien de pourcents il y en avait dans la loi de 2018 sur la présence des acteurs politiques au niveau du bureau? Combien? Dans la nouvelle loi, il y a combien d'opérateurs politiques? Deuxième chose, mais la fraude au niveau de la CENI, madame, la fraude ne se fait pas au niveau du bureau comme tel. La fraude se fait au niveau du secrétariat exécutif. Mais la proposition de Lutundula avait voulu qu'à ce poste-là, qu'on mette quelqu'un qui est en sécurité par rapport au bureau. Donc, il opère sans nécessairement recevoir des ordres du bureau. Nous avons un parlement ici avec un groupe de gens nommés. Quand nous avons dit avant que la majorité de Kabila aura 350 députés, les gens nous ont pris pour des fous. On n'a pas proclamé les élections, on a trouvé combien de députés de la majorité. Non, moi j'ai dit avant les élections que l'UDPS aura une trentaine de députés et les autres. Moi je peux te dire, de mes résultats qui sont encore disponibles aujourd'hui, j'ai eu plus de 7000 voix. Ceux qui sont sur ma liste à Lukunga, son Excellence Cherbet Okende, l'Élysée Tamboué, Jacques Ndala, Madame Anne-Émilie Poto, nous devrions prendre plus de 8 sièges à Lukunga. C'est pour vous dire que les élections n'ont jamais, dans ce pays, jamais produit un résultat de la volonté du peuple. C'est des mécanismes de nomination. Même en 2023, ce sera le cas. Non, c'est même pire. Ah, pire. Parce que l'inféodation. Alors que vous êtes membre de l'Union sacrée de la nation. Je n'y ai jamais cru. Moi, je suis sincère avec moi. Mais votre parti a quand même adhéré. Écoutez, moi, j'avais dit, je suis des Congolais sérieux de la République. J'ai dit à Moïse Katoumi, on ne peut pas aller à la gouvernance de pacotille avec des gesticulations. S'il y a eu une politique claire, prônée par le chef de l'État pour dire, changeons de majorité, même si moi, comme constitutionnaliste, je l'ai refusé parce que je dis, en son temps, on ne confectionne pas une majorité sans avoir nommé un informateur qui a la mission constitutionnelle d'en identifier. Parce qu'il fallait faire plaisir aux partenaires, on a dit on va partir. Mais l'histoire nous donne raison, on a nommé un informateur. Comme c'était insuffisant, on a pondu un arrêt pour tenter de justifier ce qu'on appelait les mandats non impératifs et dire aux députés que vous êtes libres. Mais nous sommes dans une démocratie des partis politiques. Et la démocratie des partis politiques prône un principe. Les mandats appartiennent au regroupement ou aux partis politiques. Dites-moi, vous êtes fiers d'avoir un parlement où il y a des députés PPRD bar Union Sacrée, PPRD bar FCC? Quel héritage nous laissons à nos enfants? Quel héritage, quel signal nous envoyons au monde, madame? Alors, vous voulez me résumer, moi, à l'Union Sacrée? Je ne suis pas demandeur d'emploi, je ne suis pas preneur d'emploi. Ce qui compte, ma liberté pour dénoncer, ma liberté pour conseiller le président. C'est comme ça que vous ne me verrez jamais dans les extrêmes. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, Félix Tshisekedi, c'est notre président. Nous lui devons allégeance, mais nous devons les conseiller dans les prescrits de la courtoisie la plus exprimée, mais avec toute la rigueur. Parce que le président Félix Tshisekedi veut des conseils et veut qu'on les critique. Donc, moi j'estime que travailler, conseiller le président pour qu'il travaille au service du peuple est plus important que d'être de l'Union Sacrée, qui n'a aucun cadre juridique, qui est en fait une sorte de boulevard politique en vue de confectionner des idéaux presque dictatoriales ou dictatoriaux. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le bien-être du peuple congolais et ce qui est pour moi leitmotiv pour l'action politique. Vous l'aviez certainement entendu parler par-ci, par-là dans les réseaux sociaux. Certaines personnes parlaient déjà d'un dialogue en vue. Est-ce que vous adhérez à cette idée d'un dialogue? Il n'y a pas de dialogue possible si c'est pour aller au pouvoir. Regarde la caricature d'aujourd'hui. Nous avons pensé que le système Kabila n'était pas bon. Les acteurs politiques ont eu une idée de dire changeons la manière de faire. Est née l'Union Sacrée. Et l'Union Sacrée, c'est Modeste Bahati qui prend tous les contacts avec les députés, qui organise l'Union Sacrée. Nous avons alerté pour dire l'Union Sacrée doit avoir un cadre juridique. Vous avez alerté? Les chefs de l'État, absolument, peut-être vous ne me suivez pas. Les chefs de l'État confient la responsabilité à Bahati Lukwebo qui en était l'informateur.
aujourd'hui, parce qu'on a produit une loi sur ce que vous appelez congolais, je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être en référence à l'ivoirité, on pense mettre Moïse Katumbi dans le collimateur, on sait que Kamer est en prison, Matata, on met une panoplie de procès sur lui, la personne qui est aujourd'hui la victime future, c'est Modeste Bahati. Et vous savez qu'il y a une sorte de pétition qui est sous le couloir. Et quand Modeste Bahati convoque la réunion pour donner forme à l'union sacrée, les animateurs de l'UDPS ne viennent pas. Donc, ils n'ont aucun respect, ni pour le président, ni pour ceux qui ont convoqué cette réunion. Alors que Jean-Pierre Bemba est là et Moïse Katumbi est représenté. Maintenant, si déjà au niveau de l'union sacrée, vous ne pouvez pas engager une discussion politique, vous visez l'exclusion, vous visez des personnalités, dites-moi quel est le cadre que vous voulez pour discuter, si ce n'est que pour prolonger les pouvoirs ou les années d'un individu. Et le peuple en a besoin pour manger, pour avoir du courant, pour avoir l'eau. Madame, on est où là? On n'est pas dans la jungle, on est dans une nation. Quoique cette nation a beaucoup de fissures, mais nous avons l'obligation de les colmater parce que si nous coulons tous. Donc là, vous êtes quand même d'accord avec Lamouka Martin Fayoulou qui parlait d'un passage en force. Madame, jusqu'à la preuve du contraire, qui ne connaît pas l'expertise de Martin Fayoulou, vous l'avez suivi ce matin sur Top Congo, que sur chaque question sociétale, il a une réponse claire, discutable bien sûr, parce qu'il n'y a pas de Dieu le Père. Mais est-ce que quand nous parlons Congo, il faut nous mettre d'accord à un moment donné, que nous mettions de côté nos nuances idéologiques et les camps? C'est ce qui divise. Est-ce que cela arrivera au regard des politiciens aujourd'hui qui sont derrière des intérêts personnels, des intérêts à défendre leurs autorités locales? Le jour où il y a éclosion d'un leadership responsable et visionnaire dans ces pays, rassurez-vous que nous allons trouver quelqu'un qui va dire... Il faudra combien de temps pour voir cela? Madame, je n'en suis pas le Dieu, mais je pense que j'aimais les vœux. Mais avec cette politique d'essai-erreur, basée sur la tribu, l'exclusion, le tribalisme, le népotisme, des confections de lois taillées sur mesure, nous allons faire les surplaces. Mais tant que nous n'aurons pas pris la responsabilité, les générations futures vont nous insulter. Nous allons construire des villas, nous allons construire des immeubles, mais vous connaissez un milliardaire qui a amené même un billet. On a dit un billet symbolique, on met dans son cercueil. Vous en connaissez un seul? Personne. Mais l'unique bilan que vous avez, pour nous qui sommes encore chrétiens, qui ne sommes pas dans l'occultisme, c'est face à Dieu et face au futur. C'est le bien-être, le faire le bien plutôt. Faites le bien vous défendra même après votre mort. C'est comme ça que vous voyez des monuments. Mais quand vous regardez nos animateurs des institutions, quand vous regardez ceux qui nous gouvernent au quotidien, qui aujourd'hui élus, il fume la voiture, il met les policiers autour de lui, il change la démarche, il achète un nouveau téléphone, vous pensez que vous pouvez compter sur ces gens? Mais ça coûte quoi que d'être un ministre normal, un président du Sénat normal, un premier ministre normal? Et qu'est-ce qui a fait que ces gens aujourd'hui pensent qu'ils sont extraordinaires? Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça date de très longtemps. Madame, il y a beaucoup de parvenus. Beaucoup de parvenus. Il y a beaucoup de parvenus. Moi, je connais un ministre. Dans ce gouvernement, moi, je connais un ministre qui n'a pas changé d'iota, ni la manière de parler, ni la manière de marcher, ni dans le contact avec les autres. Ok? Il est un ministre d'ensemble. Ce n'est pas parce que nous sommes tous d'ensemble. Mais je peux donner un exemple. Patrick Mouyaya, le patron de la presse. Je n'ai pas vu. Je crois que peut-être parce qu'il est jeune, et c'est un jeune qui n'est pas parvenu. Une expertise avérée, mais au contact, vous avez l'impression qu'il a même perdu un peu de sa valeur parce qu'il s'est tellement diminué. Il s'est tellement diminué. Je te dis, j'ai connu un jour l'ancien ministre des Finances, Sélé Yalagouli. Je ne veux pas en faire une émission de Mabanga. Du haut de l'expertise comme ministre des Finances. Un jour, sur Top Congo, il a donné un exemple. Il dit, est-ce que nous sommes fiers d'être un pays où vous êtes dans une voiture avec des enfants qui sont nés à Paris, qui viennent de prendre les vacances au Canada, qui n'ont fourni aucun effort,
qui quitte, une Jeep tombe en panne à Sosimat, une autre les reprend dans les 10 minutes, aux côtés d'une maman qui sort à 4 heures, chercher le pain qu'on a diminué d'écran, pour vendre et arracher 5 000 francs. Et puis à la fin, ça c'est moi qui complète à ma manière, il prend le pondou pour que les enfants mangent. Pourquoi quand nous passons avec nos véhicules, nous ne regardons pas à côté pour voir cet enfant qui est pieds nus, qui n'a pas été à l'école, pas parce qu'il n'est pas intelligent, ou pas que maman ne l'a pas voulu, mais parce que le système que nous avons, comme une gouvernance politique, propose cette vie-là. Mon Dieu, qu'est-ce que nous faisons de l'argent que nous amassons? Je voulais saluer mon aîné Chéribin Okende, parce que je vois toujours qu'il y a des gens qui accèdent à la responsabilité, mais qui sont restés égaux à eux-mêmes. Et c'est à ce niveau-là que je dois vous avouer que je suis amateur de Fachi, parce que chaque fois que je le vois passer, vous sentez encore que c'est le chef d'État qui est proche du peuple. Mais ce que je demande à Fachi, il faut absolument maintenant, pour que vous ne regrettiez pas comme Kabila, que vous puissiez vérifier fondamentalement votre entourage. Quiconque ne travaille pas dans le sens de vous accompagner pour le bien-être du peuple, il faut le mettre de côté. Vous estimez qu'il est très mal entouré? Je n'ai pas dit qu'il est très mal entouré. J'ai dit au président... Pourquoi ce conseil alors? Non, parce que la plupart des fois que les gens ont géré, ils finissent par dire « j'étais mal entouré ». Même au ciel, un jour, la gouvernance du ciel n'a pas marché, on a jeté le diable. Et donc, à chaque fois que vous avez même un ami, s'il ne propose pas de bonnes idées, il faut les mettre de côté parce que la comptabilité de la vie de l'homme, aussi bien du point de vue matériel, physique, que même philosophique, parce que l'homme est un être philosophique. Avant d'être un homme matériel, l'homme est un être philosophique. Même la richesse est une activité philosophique. C'est comme ça qu'on le dit dans le langage de chez nous, Mobali, il faut abima, akindekoluka. On ne sait pas où tu vas. Bon, ça c'est de la haute philosophie. Les communs des montagnes ne vont pas me comprendre. Maître Laurent Onyemba, aujourd'hui, la loi sur la CENI est promulguée. Est-ce que nous pouvons émettre des doutes pour des élections crédibles et apaisées en 2023? La loi a été promulguée, mais vous avez suivi la déclaration de tous les partenaires qui sont censés envoyer des animateurs à cette compétition électorale. La maturité d'un peuple naît de sa capacité à proposer la gouvernance au travers des gens qu'il vote, qui s'est choisi. Si nous avons toujours les élections de pacotille, qui confectionnent putain de démocratie en restant surveillés, aux côtés d'un état de droit au service des forts. À cette étape, il n'y a pas moyen de faire mieux pour garantir ces élections. Madame, vous me voyez là dans la dialectique. Si le peuple ne se propose pas les dirigeants, et que cette démocratie qui est pondue est une démocratie en restant surveillée, aux côtés d'un état de droit de fort, contre les faibles, et qu'on a fait premier cycle, deuxième, troisième cycle, nous sommes un État en perdition. Un État sans héritage démocratique. Et nous pensons que le chef d'État allait renvoyer la loi pour une seconde lecture. Et il a promulgué. Vous avez été déçu, hein? Ce n'est pas une question de déception, ce n'est pas une question d'amour. Mais c'est une question de constat. Un constat. Les grands esprits font les constats pour alerter l'histoire. En disant, vous aurez été prévenu, il ne faut pas venir vous plaindre que vous n'avez pas pu faire ceci, parce que tel ne vous a pas dit. Nous faisons notre part en disant, encore une fois, nous risquons d'aller à un processus qui ne va pas aider les peuples à se choisir les dirigeants. Ça sera des groupes d'individus. Comme hier, c'était un groupe d'individus autour des Nanga qui ont décidé de qui va être député. Demain, ça sera peut-être un groupe d'individus qui va être autour de Kabound pour décider sur qui va être député. Mais l'histoire, notre allié commun et notre ennemi commun va devoir nous dire la vérité. Voilà, madame, messieurs, prenons à présent un autre dossier dans cette rétrospective de la semaine. Ce dossier revient notamment sur la levée des immunités de l'ancien Premier ministre de la RDC, le sénateur bien sûr Matata. Et juste après, on revient pour des commentaires. Selon ce communiqué du collectif d'avocats conseil de l'ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, Kalev Mutong, a porté plainte d'abord contre le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, ensuite au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe pour permettre aux accusateurs de produire dans un procès public les preuves de leurs allégations. Cependant, il rappelle que le 14 juin 2021, devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, ils avaient été signifiés
signifié le 24 avril 2021 à Kinshasa pour les prévenus Jean-Claude Mouyambo, Cyril Monpapa et Joseph Moulumba qu'aucun de ces accusateurs ne s'est présenté au tribunal le 14 juin 2021 pour soutenir leurs accusations. Au regard des absences injustifiées aux audiences des tribunaux et des plaignants, le collectif d'avocats conseil de l'ancien patron de l'ANR demande au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe d'ordonner le classement sans suite du dossier des poursuites initiées contre Kalev Moutongue et par conséquent d'annuler les mandats d'amener et l'avis des recherches lancés contre lui pour lui permettre de comparaître en homme libre tel que garanti la Constitution de la République. Le bureau de la Chambre haute du Parlement autorise des poursuites judiciaires contre Matata Ponyo. Dans une décision du 5 juillet 2021, signée par le président du Sénat, il a été conclu la levée des immunités parlementaires du sénateur. Matata Ponyo est poursuivi pour détournement de fonds destinés à 300 victimes de la zaïrianisation à titre d'indemnisation. À cet effet, cet ancien Premier ministre devra répondre devant le juge dans cette affaire pour présenter ses moyens de défense. Bien avant cela, accompagné de son conseil, Maître Michel Chebele, le sénateur Augustin Matata Ponyo a été auditionné par le membre du bureau du Sénat. Au cours de cet échange, Matata Ponyo a estimé qu'il est préjudicié par les actes posés en tant que ministre de Finances. Il est cependant justiciable de la Cour de cassation. Répliquant, le bureau a fait savoir qu'à l'époque, le sénateur fut à la fois ministre de Finances et Premier ministre, car M. Kitebi ne fut que ministre délégué auprès du Premier ministre. Notons que sur les 7 membres qui composent le bureau du Sénat, 6 ont pris part à cette réunion. Kalev Moutongue traduit à son tour ses plaignants en justice. Maître, comment trouvez-vous la démarche de l'ancien directeur général de l'ANR? Bon, écoutez, je suis assermenté. Vous m'appelez maître, je ne vais pas énerver une règle déontologique. Ça signifie que je ne peux pas commenter fondamentalement un procès qui est en cours. Vous avez besoin de mon opinion comme opérateur politique, ça relève de la stratégie politique, mais qu'en son temps, j'avais déconseillé au maître de la procédure justement d'aller sur ces schémas-là parce qu'il fallait tout de suite se questionner sur le tribunal compétent au regard de son statut comme un ancien administrateur général de l'ANR. Je n'ai pas été écouté, vous avez vu que le tribunal s'est déclaré incompétent, mais que politiquement, je pense qu'on aurait dû aller de l'avant au lieu de retourner. Aller de l'avant, c'est-à-dire quoi? Aller de l'avant, c'est-à-dire que, oui, il y a des victimes qui ont subi justement la rigueur de... Il y a des victimes qui ont subi justement la rigueur de la position de Kalev, mais je pense que il fallait absolument, à un moment donné, que chacun comprenne que les choses ont changé et qu'il faut aller vers une autre direction. Mais bon... Une autre direction, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que là, certainement, la population qui est en train de vous suivre, c'est pour ça veut dire que quand Kalev gère, il gère pour le compte de l'État. Pour le compte de l'État. Alors, il est très difficile d'éprouver, ok, que M. Kalev a été fondamentalement le décideur final, ok, des violations de ces droits de l'homme. Mais au côté justement de cet argument, il y a des gens qui ont été des victimes. Moi-même, j'ai vu comment, par exemple, l'honorable Franck Diongo a été traité. C'était de la cruauté inhumaine. J'ai vu les pieds de l'honorable Mouyambo, j'ai vu Vano Kiboko, j'ai vu M. Ngoy, Christophe Ngoy. C'est de leurs droits les plus légitimes que de demander à Kalev des comptes quant à ses comportements, quitte à Kalev de citer des auteurs qui viennent après lui. Mais que je pense, pour moi, qu'à chaque moment que nous devons gérer pour le futur, il faut prendre la mesure des actes que nous posons, parce que ça peut vous rattraper, hein, l'avenir. Ça peut vous rattraper. On n'est pas fort tout le temps. Un bon conseil que... À partir du moment où la procédure est en cours, nous sommes attentifs, nous allons voir à quoi ça va ressembler demain.
Permettez-moi quand même de vous poser cette question qui vient des internautes qui nous ont écrit pour poser la question de savoir est-ce que c'est une bonne stratégie pour Kalev d'aller se cacher quelque part? Bon, écoutez, se cacher ou ne pas se cacher, lui peut s'estimer, peut-être se soustraire à la différence de votre verbe de se cacher, parce qu'il estime peut-être que s'il va en procès, il n'a pas la garantie que la justice lui soit rendue. D'autres personnes qui sont dans d'autres positions risquent de croire qu'il s'est soustrait de la justice, mais que la stratégie est liée à la personne et ça relève de la subjectivité. Je ne peux pas opiner sur la subjectivité ou les positions des gens. Un dossier qui fait parler plus d'un Congolais en République démocratique du Congo, c'est l'affaire Matata Ponyo. Enfin, ces immunités ont été levées la semaine par le bureau de la Chambre basse du Parlement. Maître Laurent Onyemba est proche du dossier. Comment avez-vous accueilli la décision de la Chambre haute, vous laisse très bien dire, du Parlement? Je ne vais pas beaucoup parler parce que vous avez dit que je suis proche du dossier et peut-être que dans les jours à venir, je pourrais être dans le collectif. Donc mais vous pouvez quand même donner quelques éléments. Mais comme Congolais, comme opérateur politique, j'estime qu'il y a deux considérations. La première considération, c'est, je l'ai dit sur RFI, que pour moi, ça présage justement un complot politique pour exclure Matata des élections, parce que je n'ai jamais vu un Premier ministre qui a géré aux côtés des ministres sectoriels qui ont signé des actes et que la dimension politique lui soit, plutôt pénale, lui soit opposable. Il est des principes en droit que la responsabilité pénale est individuelle. Et les malins vont sur un terrain glissant en disant si Matata n'a pas détourné, il n'a qu'à aller prouver son innocence à la justice. La même justice qui a été critiquée par les chefs de l'État en disant qu'elle a subi les soubresauts et les incursions des politiques. Comment vous voulez demander à quelqu'un d'aller devant ces mêmes juges-là pour tenter de présenter ce moyen de défense en vue d'être acquitté? Ça, c'est une alchimie qui est même en français incompréhensible. Mais au niveau du Sénat, la démarche a été classique. Okay? On a posé la question aux sénateurs et les sénateurs, à leur niveau, ont réservé une fin de non-recevoir parce que le procureur n'a pas suffisamment soutenu son réquisitoire et donc les sénateurs ont décidé. Et est né le dossier, sûrement c'était pour mettre Bahati en épreuve. Matata devenait dans Comment ça mettre Bahati en épreuve? Attendez madame, je vous ai dit ici que il y a une pétition qui tourne contre Bahati. Mais cette pétition-là, c'est l'œuvre du politique. On veut en fait le mettre à côté parce que Bahati dérange. Et donc, on s'est servi d'abord de la question de Matata pour mettre la pression sur Modeste Bahati. Probablement, c'est une analyse que j'ai faite. Et pendant que Bahati lâche la patate chaude, il se retourne contre lui maintenant pour qu'il parte. C'est dans un chemin d'exclusion. C'est parti de Kamere, Katumbi visé, et Bemba dans une situation juridique mixte ou bien logé dans les imbroglios de droit, et né des interprétations de l'arrêt comment on appelle ça? Excusez-moi de vous poser quand même cette question, tantôt. Et donc, attendez, pour moi, la deuxième démarche ou le deuxième réquisitoire est encore dans un flou juridique imprescriptible. Matata n'est plus Premier ministre. Le réquisitoire parle de lui comme sénateur. Ça signifie que c'est les juges, plutôt les procureurs généraux de la Cour de cassation qui était l'organe compétent pour demander. Si c'était de sa qualité de Premier ministre, au regard du principe de la cristallisation, comme les gens aiment bien le dire, il fallait absolument s'adresser au Congrès, qui est l'instance parlementaire pour lever les immunités d'un Premier ministre ou d'un ancien, si on veut en donner ces contenus-là. Mais le dossier pour Congolais est passé, le dossier pour lequel on parle aujourd'hui de la réalisation ou de l'argent de ceci. Il y a eu un club de Paris pour identifier des victimes, il y a eu un club de Kinshasa. Les documents étaient signés par 3 ou 4, je crois, ministres des Finances, Marco Bangouli, Matenda, André Philippe Fouta et les autres, et que l'OGDEP a certifié, c'est l'OGDEP qui identifie les victimes. Le Premier ministre ne signe que le protocole pour autoriser le paiement. À quel moment, dans un contexte où la responsabilité pénale est individuelle, Matata peut engager sa responsabilité? Mais vous avez suivi la lettre de l'intersyndicale qui a dit au procureur, pour la Cour constitutionnelle, de reconsidérer
les termes de son réquisitoire parce qu'il ne fabrique pas, il ne paye pas d'effectifs. Est-ce que vous voulez encore un commentaire supplémentaire? Non, mais vous êtes ici quand même pour éclairer l'opinion, c'est pas moi de dégager. Parce que vous êtes aussi par la maïotique. Voilà, vous êtes notre invité de jour et vous êtes proche du dossier, c'est pourquoi nous avons fait recours à vous. Et Maître déjà Matata Mponyo, il n'était pas en République démocratique du Congo, il était en dehors du pays. Et depuis, jusqu'à ces jours, Matata Mponyo ne cesse de dire qu'il est innocent. Pourquoi lui-même, connaissant déjà innocent dans tout ce qu'on lui reproche, dossier Bukangalozo, et aujourd'hui on a ce dossier des détournements de fonds, pourquoi lui-même n'avait pas voulu manifester cette volonté de voir ses immunités élevées afin au moins que la lumière soit faite? Vous l'avez dit également tantôt, permettez-moi, vous avez dit, vous êtes pour le bien-être de la République. Nous avons parlé de la justice qui n'est pas juste aujourd'hui. Ne demandez pas à quelqu'un d'aller devant le même juge pour clamer son innocence. Ça, on se comprend. Là, vous êtes vraiment dans la peau d'un défenseur. Ce que je dis, ça vient du chef de l'État qui dit la justice ne me rassure pas encore. Le chef de l'État l'a dit après que Matata Mponyo ait déjà regagné le RDC. Hein. C'était supposé qu'aussitôt arrivé en République démocratique du Congo, il devrait quand même manifester la volonté de voir ses immunités levées. Madame, nous sommes dans un débat impersonnel. Vous êtes dans un débat de Matata. Moi, je suis au niveau des principes. Le chef de l'État a dit que la justice ne rassure pas. Matata, avant ou après, est justiciable. Et pour vous, la justice, ce n'est pas nécessairement, c'est nécessairement aller porter la chemise de Makala. C'est ce que vous appelez justice. Non. Ce qu'il a fait au Parlement, en donnant ses moyens de défense, en permettant aux sénateurs de ne pas lever les humilités, c'est aussi de la justice. Vous avez une justice à l'UNPC. Moi, j'ai une justice au barreau. Ce n'est pas de la justice. Vous voulez de cette justice que j'appelle le populisme pénal, cliquer sur un droit pénal avec les coupables désignés. Où on sait que ce qui est plus important aujourd'hui, il faut maintenir Bilingué en prison. Parce qu'on a dit qu'il a volé. Et vous savez que le peuple aime des mots comme ça. Ou on a Zamoïbi. Vous savez qu'on doit lever les humilités de Tambwe Mamba pour crédibiliser la démarche de la justice. Alors que vous-même, vous savez qu'en allant là-bas, on ne va pas vous administrer la justice. Non. Quelle façon de réfléchir? Nous pensons que parce que Matata, on veut en faire un porte-étendard de l'état de droit, on va l'amener, on va la livrer, qu'on en fasse ce qu'on veut, mais que nous nous livrons à la justice de l'histoire. Parce que personne n'amènera un document sur lequel on a pris l'argent. Et quand on dit détournement de deniers publics, il faut que les pénalistes se mettent d'accord pour donner un contenu unique. Pour qu'on retienne une infraction, il y a 3 éléments. L'élément moral, l'élément pénal et l'élément matériel. Vous pouvez retrouver l'élément moral, vous pouvez trouver l'élément matériel, mais il faut trouver l'élément légal. Ou vous pouvez trouver les deux premiers et rater l'unique élément dernier. Là, on ne va pas retenir le dossier. Le dossier aujourd'hui actuel pour lequel Matata est poursuivi laisse le goût d'un complot politique. C'est dans le schéma de ce que je vous ai dit ici, que le jour où on a estimé que c'est une carte, comme les cartes sur la table, tel peut déranger, on va faire ceci. Mais vous m'avez opposé le fait qu'on soit l'union sacrée. Est-ce que dans ce décor-là, l'union sacrée peut produire encore un espoir? Si les gens comme les Bahati, on veut les mettre de côté pour répondre à les officines, obéir à des schémas, on veut mettre Matata de côté, on a mis Kamere en berne, on attaque Katumbi. Est-ce que la nation, tu sais, hein, le vouloir vivre collectif, c'est notre identité comme nation. Nous avons des problèmes personnels dans ces pays qui doivent être mis de côté pour travailler autour des intérêts communautaires. Pas une législation sur mesure pour répondre aux besoins d'un individu. Ça va se dépasser. Les temps bougent. Quelqu'un a dit, et quand Héraclite, tout coule, tout passe, et rien ne demeure. Est-ce que Maître est en train de nous dire que toutes ces personnes qui sont aujourd'hui traduites en justice, il s'agit également d'un complot?
Je n'ai pas dit ça, c'est vous qui le dites. Parce que vous venez d'évoquer le cas Vital Kamerhe, vous avez également évoqué le cas Batata, également Katumbi tantôt. On dirait que toutes ces personnes aujourd'hui qui ont dossier... Si vous partez en prison, vous allez trouver que ces 4 personnes, pourquoi tu n'évoques pas tous les autres? Une dernière question avant de prendre le dernier dossier. Vous parlez d'un complot dans l'affaire Matata. Pourquoi aujourd'hui on en veut tant à Matata Ponyo? Est-ce qu'il gêne le régime actuel? Le complot, parce que justement, on n'a jamais vu, c'est une première dans ces pays qu'on puisse écrire 4 réquisitoires en 3 mois contre un gestionnaire. Il y en a encore qui ont géré ici, dont les dossiers sont payants, sont patents. Un bon ministre ici prenait l'argent de ses conseillers, mettait en poche. Lui n'a pas d'immunité. Et même dans le réquisitoire de Matata, on en a fait allusion. On l'a arrêté quand? Arrêtons la justice de règlement des comptes. Voilà, madame, messieurs, prenons à présent le dernier dossier. Ce dossier qui revient sur le dépôt de la loi de Noël Tchani qui parle du verrouillage de certaines fonctions au sommet de l'État en République démocratique du Congo. Initié par le candidat président à la dernière présidentielle, Dr Noël Tchani, c'est le député national Singhi Pouloulou qui a déposé la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 04/24 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. L'élu de la FUNA qui a endossé la proposition de loi sur la congolité affirme qu'elle donnera à tout Congolais de jouir de ses droits de Congolais. Aujourd'hui, c'est le jour où nous avons choisi pour déposer la loi qui donne l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et aussi, cette même loi qui donne certaines restrictions quant à ce qui concerne l'accès aux fonctions régaliennes. Comme président de la République, c'est réservé exclusivement aux Congolais nés de père et de mère. Un député élu pour représenter le peuple, il peut avoir peur de quoi? De qui? Ceux qui ne sont pas Congolais de père et de mère sont aussi Congolais, a souligné cet élu national. La loi, c'est une expression générale d'un peuple. Vous dites que cette loi fait controverse, on va soumettre ça à la population. Vous parlez des députés qui sont contre, mais nous sommes déjà 260. On me donne le téléphone pour voir les groupes que nous avons créés, les députés de père et mère. Vous voulez? Soyez très à l'aise. Vous êtes Congolais, ces pays vous appartiennent. Ceux qui ne sont pas Congolais de père et de mère, ces pays leur appartiennent aussi. Ils sont Congolais. Mais ne peut être que président de la République qu'un Congolais de père et de mère comme aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis qui n'est qu'un pays d'immigration. C'est un pays d'immigrés, mais condition être né aux États-Unis, raison pour laquelle Schwarzenegger ne pouvait pas être président de la République. La proposition de loi déposée ce jour au bureau de la Chambre basse du Parlement consiste dans un premier temps à verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté, le président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, au commandement militaire de l'armée, au commandement du commissariat général de la police, aux magistrats et ministères régaliens de la République démocratique du Congo. C'est une proposition qui a fait parler d'elle avant même son dépôt au bureau de l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi limite l'accès à la présidence de la République et à tous les postes de souveraineté seulement aux Congolais nés des pères et des mères congolais. Du côté du PPRD, on rejette cette proposition parce qu'elle viserait certains prétendants candidats à la présidentielle de 2023. Selon Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, cette loi n'est pas bien saluée par la population et vise certaines têtes pour qu'il n'y ait pas beaucoup de candidatures en 2023. Il assimile à ce qu'il dit constater dans le secteur de la justice où des personnes sont inquiétées parce qu'est pressenties dans la course électorale. Pour Ferdinand Kambere, cette loi constitue un danger pour la culture de la sérénité qui doit accompagner le processus électoral. Peu avant, les États-Unis d'Amérique et la MONUSCO avaient suggéré la surséance de cette loi qui, selon eux, risque d'engendrer des conséquences potentiellement dangereuses. Pour l'instant, la proposition de loi a été endossée par le député Singhi Pouloulou qui l'a déposée au bureau de l'Assemblée nationale. Le débat s'annonce houleux une fois cette proposition de loi programmée en plénière. Pourquoi aujourd'hui la proposition de loi de Noël Tchani énerve Ensemble pour la République, votre parti? Madame, je vais être le plus direct avec vous. Vous savez que cette loi-là
est le fruit d'un laboratoire politique. Un laboratoire politique. Soutenu par des grands responsables de l'UDPS et même certaines personnes qui ont de l'acquaintance avec la présidence. Et donc, nous avons estimé que dans le cas de l'Union sacrée, si cette loi-là est proposée pour l'analyse, ok, nous allons quitter l'Union sacrée et leur laisser la possibilité de faire les forcings comme ils veulent. Vous savez que quand on parle des Congolais, des pères et des mères dans ces pays, les gens qui ont confectionné ça font allusion à Moïse Katumbi. Il n'y a plus de honte à le dire. Donc, c'est de point de vue, nous pensons que nous sommes plutôt sur un domaine politique. La Constitution a tranché la question. L'article 10 de la Constitution donne le cadre de la nationalité congolaise. C'est un compromis de la classe politique et qui naît aujourd'hui de compromis constitutionnels. On n'a pas de raison à y revenir s'il n'y a pas intérêt à vouloir exclure les autres. Et pour quelle raison l'UDPS voudrait donc exclure Moïse Katumbi alors qu'eux-mêmes disent que ce sont eux qui ont permis à Katumbi de regagner les RDC? Vous voulez forcer une porte ouverte, les cartes se sont redessinées. Et donc aujourd'hui l'enjeu c'est 2023 et comme Moïse Katumbi n'a pas fait allégeance pour soutenir les candidats de l'UDPS en 2023, ce n'est que normal, c'est de bonne guerre. Mais c'est une honte qu'aujourd'hui en 2021, qu'on revienne sur le débat comme à l'apartheid en Afrique du Sud. Et nous nous disons qu'on a fait la suppression de zones de libre-échange et ceci pour laisser la libre circulation des marchandises, mais les gens ont encore des murs dans leur tête. Est-ce que tu vois l'idée? On ouvre les frontières, mais on a des frontières dans la tête, à croire que le problème c'est des pères et des mères, mais dans ce pays, tout le monde est venu de quelque part. Le problème de notre pays, ce sont des solutions qu'il faut amener aux préoccupations des Congolais. Ce n'est pas l'exclusion qui compte, c'est l'engagement vis-à-vis de l'État. Vous savez ce que Katumbi fait dans ce pays? C'est un grand investisseur. Vous savez combien de banques fonctionnent du fait de Moïse Katumbi? Combien de gens sont payés par des entreprises de Moïse Katumbi? Et celui qui porte la loi, là, il a la nationalité américaine. C'est un Américain qui vient proposer comment verrouiller l'accession à la fonction suprême au pays. C'est se moquer des Congolais. Et on donne à un député à qui on a promis d'être déjà à la SNEL. S'il vous plaît. Je pense avoir suffisamment communiqué sur la question et que je suppose que c'est tellement bien dit dans notre constitution la question de la nationalité qui est une position juridique à défendre et non une posture politicienne à conquérir au nom des arrangements politiques. Ça ne nous intéresse pas, mais nous pensons que dans le cadre du partenariat que nous avons, ou que le président Moïse Katumbi a avec l'Union sacrée, il programme la question, nous allons estimer que le président Mbosso aura donné un cadre, et que si le président de la République publie la loi, nous allons nous organiser sur le plan A, B, C. Mais que le jour où on programme la question, nous quitterons l'Union sacrée et nous allons tirer toutes les conséquences politiques. Par rapport à cette menace, ce matin, j'ai assisté à un débat dans les réseaux sociaux où la population se dit aujourd'hui, l'ensemble pour la République qui dit défendre les intérêts du peuple a montré aujourd'hui à la face du monde que l'ensemble de la République n'est pas pour l'intérêt du peuple mais pour l'intérêt de Moïse Katumbi, de lors que cette loi vient verrouiller dans la... Je ne réponds pas aux gens qui réfléchissent sur les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est un mécanisme d'investigation collective. Est-ce que vous êtes en train d'échapper juste à la question? Je dis ceci. Vous savez qu'il y a des gens qui sont payés, qui sont sur les réseaux sociaux, qui n'ont pour mission que d'insulter. Moi, j'en suis victime. Donc, de mon niveau d'intellectuel présumé, je ne réponds pas au débat des réseaux sociaux. Si vous me mettez par là quelqu'un qui est normal, qui m'amène la documentation et la base légale, qui m'explique... L'initiateur parle d'éviter l'infiltration au sommet de l'État. Donc, je ne réponds pas. C'est pas un argument mûr. Je ne réponds pas à Noël Tchani. Je ne réponds pas. Ça veut dire quoi, infiltration au sommet de l'État? Dans ce pays, tu connais l'unique chef d'État qui est venu dans ce pays, qu'on n'a pas caricaturé d'étranger. On nous a dit que Kabila était rwandais, non? Pourquoi aujourd'hui, c'est lui des pestes qui avait dit dans ce pays que... Et soutenu aussi en ce temps par quelques membres qui sont aujourd'hui dans l'Union sacrée et dans l'ensemble de Moïse Katumbi. Il ne faut pas refaire... Regardez les rétroviseurs seulement quand il y a, je voulais dire, vous avez cogné. Il faut aussi regarder le rétroviseur pour faire la manœuvre. Je dis ceci. Parce qu'ensemble a aussi contribué à cette histoire. Non, ensemble, tu peux citer une seule personne. On ne peut pas faire un débat sur des utopies. Il faut identifier la discussion et la faire. Parce que l'UDPS a dit, si tu en parles que Kabila Bodong Saye na Rwanda.
Il n'y a pas plus tard que quelques mois ici, il y a eu une manifestation, on a encore chanté Kabila a saraké erreur à Rwanda alors qu'ils étaient à l'Union dans la coalition. Kabila a fini ce mandat. Kabila pourquoi on ne nous a pas monté sa maison à Bisseni? Donc l'infiltration n'est que dans la tête de celui qui propose la loi. Voilà, maître, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro. Un mot quand même en rapport avec l'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. L'état de siège se comporte bien, c'est une décision que nous avons saluée, mais que l'erreur commence à venir parce que il y a des exactions désormais qui viennent des policiers et des militaires sur les civils. Deuxième chose, le chef de l'État, du point de vue de la rigueur juridique, ne peut pas signer des accords bilatéraux ou multilatéraux sous le régime d'état de siège. Ça, c'est la Constitution. Bon, il l'a fait. Pour quel intérêt? Et plus malheureusement, c'est avec le Rwanda. Et c'est dans le domaine minier. Le Rwanda est une jungle, il n'y a rien sous le sol. Mais c'est nous qui y avait. Je me demande si on n'est pas en train de légaliser les comptoirs qui sont à Kigali, des cassiteries, de ceci. Et nous allons continuer à être des mines où on sort les minéraux, on les amène au Rwanda pour les certifier et les vendre. Ça relève d'une mauvaise politique. Il faut qu'on revienne sur ces accords. Et quelle est votre analyse aujourd'hui face au discours de Martin Fayulu? En un mot. Le discours est trop long. J'ai été édifié par ses compatriotes qui a une expertise avérée. Honnêtement, Fayulu a des débats et des positions qui rassurent l'opinion quant au vivre quotidien du peuple congolais en termes d'urgence. Et vous avez spécialement suivi son point de vue quant à la question sécuritaire de l'Est et le schéma qu'il a adopté. Je crois que la gouvernance aussi a besoin de la critique. Et il n'y a pas de honte à appliquer son schéma si ça peut protéger une vie, un Congolais. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de votre magazine Info 7. Merci de nous avoir suivis et surtout merci de nous faire confiance. Maître, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi de vous remercier. Je l'ai toujours dit, Info 7, l'émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Madame, messieurs, merci de rester fidèles à Congo Web Télévision. Au revoir.